Bonjour les amis, on va démarrer, ça fera venir donc les retardataires. La session d'aujourd'hui est une session qu'on a déjà faite, mais qui nous a été redemandée parce que un certain nombre d'utilisateurs qui travaillent essentiellement dans des villes moyennes sont confrontés justement à des problèmes aujourd'hui donc d'évolution des villes intelligentes. Et bon, elle n'avait pas pu assister donc à cette première session, qui, si vous voulez, c'est une nouvelle session sur ce thème. Alors, cela dit, c'est un sujet très important, très important, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a une incompréhension formelle sur le sujet. On nous raconte des carabistouilles en nous disant que demain, ça va être merveilleux, on va avoir des villes extraordinaires qui ont été conçues et imaginées donc, pour nous. Alors, je crois que ce n'est pas du tout vrai. Et de toute façon, techniquement, on n'a pas fait beaucoup de progrès. Et c'est encore un gros fromage qui, à mon sens, il est mal conservé. Vous voyez, donc il a quelques petits problèmes. Donc, je vais essayer d'évoquer tout ça maintenant, pour montrer un peu, quand même, on a fait quelques progrès, et je vais donc attaquer tout de suite. Alors donc, l'état de l'art donc des villes intelligentes. Alors c'est une session que j'ai déjà faite, déjà présentée donc à Drummondville, donc lors d'une organisation qui a été faite par le COMA, et on l'avait donc présenté, c'était à la fin donc 2020. Alors, les thèmes que nous allons suivre aujourd'hui sont classiques, bien sûr. Je pense que ça fait depuis 200 ans qu'on délire, alors ce n'est pas nouveau d'aujourd'hui. Quand on reprend un petit peu les prévisions qui avaient été faites par des gens en 1900, par exemple, il faut connaître que s'il y avait des choses qui étaient assez intéressantes, il y en avait quand même qui déliraient complètement. Donc voilà, je dis on délire depuis 200 ans, et si vous voulez, il n'y a pas de raison que ça change. On va expliquer ce qu'est une ville intelligente et les difficultés qu'il y a à surmonter. Les domaines à traiter, alors on va les regarder les uns après les autres, le domaine du transport, de l'eau, de la gestion de l'énergie, et c'est d'autant plus important actuellement, on le voit bien, avec les événements que nous connaissons tous, qui sont les événements donc d'Ukraine. On va parler donc de la fédération et des difficultés de modélisation. Ce n'est pas tout on va dire d'automatiser une fonction dans une ville, la gestion de l'eau par exemple, encore faut-il qu'elle soit connectée à d'autres types de gestion. Ça peut être d'autres domaines. On ne peut pas travailler individuellement, il faut travailler globalement. Et on verra que ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Cela dit, il y a toujours une opposition. Alors, vous avez des oppositions extrêmement claires sur le sujet, qui ont des gens qui détestent ça. Ils ont très peur de George Orwell 1984, on va les surveiller. Bon, il y a peut-être un peu de vrai là-dedans, mais je crois qu'on n'en est pas tout à fait là. La nouvelle économie, donc maintenant, moi je parle de smart ville, donc la smart city, donc de type deuxième génération, la 2G, on a changé maintenant, et donc je vous donne un petit peu le schéma de ce qu'il faut imaginer pour se lancer dans une telle direction. C'est une compétition mondiale, mais qui n'a pas que des relents très agréables, dans la mesure où chacun essaye un petit peu de montrer qu'il est plus intelligent que le voisin, et c'est plutôt une exposition permanente de savoir-faire, avec des projets totalement délirants, on ne va pas les regarder tous. Et puis on peut également estimer que c'est on va dire, une évolution, mais qui va sacrifier un certain nombre donc, de générations. Le marché global des villes intelligentes, il est estimé, d'après l'un des observateurs qui est assez crédible, Markets and Markets, il est estimé à 873 milliards de dollars en 2026. Bon, je pense qu'on se fait quand même un peu d'illusions sur ces sujets-là, parce que, à mon avis, on n'a pas atteint du tout la maturité. Donc, il faudra être extrêmement prudent et ne pas écouter trop, on va dire, les commentaires endiablés de quelques prestataires et consultants qui ne voient pas les aspects techniques qu'il peut y avoir. Alors, pourquoi se lancer dans cette folie? Alors, j'ai repris une phrase que j'avais bien aimée d'ancien maire de Denver, donc au Colorado, qui disait que, M. Webb, qui disait que le 19e siècle avait été celui des empires, celui du Royaume-Uni, de la France, de l'Espagne, du Portugal. Le 20e siècle a été celui des États,
donc États-Unis, la Chine et la Russie, encore en ce moment ça bouge un peu, et puis le 21e siècle, donc d'après lui, devait être celui des villes. Je suis assez d'accord avec ça, assez d'accord avec ça. Alors, le Parlement européen a fait une analyse qu'il a menée auprès de 468 villes, et il a constaté que si les villes n'occupent que 2% donc de la surface de la Terre, elles seront à l'origine, elles accueilleront en tout cas, c'est ce qu'elles disent, 70% de la population mondiale, et, alors qu'elles n'étaient que de 50% en 2015. Je ne suis pas d'accord avec ces chiffres. Je pense que ce n'est pas tout à fait ça. Bon. Je crois qu'au contraire, ça par contre, bien sûr, il va y avoir des villes hyper connectées, on est d'accord. D'ailleurs, il faut faire la distinction entre une ville intelligente et une ville hyper connectée. Est-ce que c'est pareil? Pas évident. Hein, donc, moi, je crois que la campagne et les vaches vont retrouver de la valeur, même dans un environnement aussi porteur, hein, comme c'est le cas aujourd'hui, donc de ces fameuses villes. Bien. On a trouvé, enfin, j'ai trouvé quelques prévisions absolument folles. Alors, il y a 200 ans, hein, on disait que toutes les villes, pour éviter donc des problèmes peut-être de pollution, eh bien, seraient installées dans des ballons. Alors, il y aurait plein de ballons dans le ciel, il y aurait les villes dessus. Bon. Par contre, je trouve qu'il y a eu une prévision, c'était en décembre 1900, dans un journal dans lequel écrivait un dénommé donc, John Watkins, donc, dans lequel il prévoyait ce qu'allait devenir donc, la ville de demain. Et c'est vrai, il disait, donc, qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines centaines d'années? Et je reconnais qu'il avait quand même vu un certain nombre de choses, par exemple la téléphonie sans fil. Pas évident, hein, des voies de circulation au-dessus et en dessous des bipèdes, de manière à ne pas les polluer. Oui, il y en a un certain nombre, pas beaucoup. Quelque part, à la limite, le Hyperloop de notre ami donc, Elon Musk, c'est un petit peu ça. Donc, des espèces de cigares dans des voies de communication. Donc, vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. Donc, il avait eu, en tout cas, il avait imaginé. Bon. Il y en a eu d'autres qui étaient des prévisions intéressantes. Par exemple, je vous recommande celle de Robida, donc Albert Robida. Il avait prévu, il avait pas mal de choses, mais pas sur les mécanismes entre les villes et à l'intérieur des villes. Ce qui est normal, parce que ça, c'était quand même quelque chose de difficile à imaginer. Je voudrais donner une définition à 36. Hein. Moi, la définition de l'ITU, de Schneider Electric, mais toujours avec, on va dire, plutôt une connotation par rapport aux produits que Schneider Electric peut vendre. Moi, je vais simplement vous donner donc, la mienne. Hein. Je pense que la ville intelligente, c'est d'abord une ville connectée. C'est essentiellement ça. D'abord, en plus, c'est une conséquence de la capacité que nous avons, enfin, ça pourrait être en tout cas ça, la capacité que nous avons de traiter des volumes de données très importantes. C'est une conséquence également de la démocratisation donc, des réseaux sans fil et bien sûr de l'évolution donc du développement extraordinaire donc des capteurs et IoT. Voilà. Et en plus, ça c'est surtout ça qui aujourd'hui mène un petit peu la danse. C'est un formidable tremplin politique. Vous vous présentez aux élections et vous dites demain notre ville sera entièrement automatique, on consommera moins, il y aura moins d'impôts locaux, ce sera merveilleux, on rasera gratis. Évidemment, c'est un excellent donc, argument donc, politique dont se sont servis. Les politiques, malheureusement, il faudrait leur demander quelques comptes aujourd'hui parce que ça ne s'est pas produit comme ça. Alors, la ville, de mon point de vue, ne doit pas être uniquement donc, un ensemble d'infrastructures à évolution lente. Ce n'est pas uniquement un problème de voirie, de réseau donc, et de bâtiments. Ça doit être, à mon sens, un espace dans lequel il y a des flux. Ces flux, c'est l'énergie, c'est l'eau, c'est les personnes, c'est les connexions informatiques, ce sont des flux. L'objectif étant de fédérer tout ça. Eh bien, cette ville qui va donc fédérer tous ces flux, nous sommes aujourd'hui en 2022, je ne la vois pas avant 2050. Alors, bien sûr, on va dire que je suis pessimiste, mais pas avant 2050. D'abord, 2050, ce n'est que dans 28 ans. Hein. Et quand on regarde en arrière, il y a 28 ans, on n'avait pas tellement fait de progrès extraordinaires par rapport à ça. Donc, à mon avis, ce n'est pas avant 2050. Bon, bien. Alors, les villes intelligentes, j'avais eu l'occasion donc de présenter ce schéma. C'est donc ça, c'est ça qu'il faut comprendre, chers amis. C'est qu'une ville, c'est tout un tas de services.
Alors, vous avez des taxis, vous avez des parkings, vous avez des feux, des lumières de signalisation ou des feux, comme on dit donc en France. Vous avez un jour peut-être, à mon avis, ce n'est pas demain non plus la veille, des véhicules autonomes. Vous avez une gestion donc des lampadaires, des lumières, des bâtiments publics. C'est quelque chose de monstrueux. Ce qui fait que l'intérêt de ce que l'on peut dire aujourd'hui, on peut se dire que ça concerne que les grandes villes. C'était vrai il y a quelque temps, mais le problème a été tellement difficile à résoudre, tellement compliqué d'arriver à s'en sortir, que les grandes villes ont un peu abandonné en chemin, et maintenant les nouveaux venus, c'est surtout, donc, on va dire, des villes un peu plus moyennes, moins, on va dire, moins concernées par tout ça. C'est surtout les villes moyennes qui sont intéressées par ça. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Une ville, c'est tout ça, avec des systèmes qui sont, avec des systèmes technologiquement parlant qui ne sont pas du tout les mêmes, des protocoles qui ne sont pas les mêmes, des contraintes qui ne sont pas les mêmes non plus. Comment voulez-vous arriver à faire quelque chose qui soit fédéré? Rien que sur le transport. Le transport, on dit, voilà, j'ai un embouteillage, une congestion ici, à tel endroit, il faut que l'on puisse avertir ou paramétrer les autres voies de circulation de manière à pouvoir donner les conséquences de cette congestion, de cet embouteillage. Eh bien, c'est très compliqué à faire, très compliqué à faire. Donc, c'est surtout ça qu'il faut se dire. Hein. Alors maintenant, je vous dis, on rase gratis, on dit, bon, va vous gérer le bruit, vous êtes gêné par le bruit, maintenant, on va vous arranger ça. C'est quand même extraordinaire ce que les politiques sont capables de faire comme promesses, alors qu'elles sont intenables. Enfin, on le voit bien. Alors, bien sûr, on fait des opérations qui sont des opérations ponctuelles, mais globalement, on n'avance pas, on n'arrive pas à avancer de manière très significative. Alors, quelles sont les difficultés donc, que nous avons et qu'il faut surmonter? D'abord, je viens de vous le dire, c'est d'avoir une vue globale. Ça, c'est le plus difficile. Je viens de vous dire qu'on aura donc de très nombreuses réalisations donc, ponctuelles, mais globalement, on n'y arrivera pas. Pas maintenant, en tout cas. Et donc, les standards aujourd'hui ne sont pas clairs. On a les réseaux à basse consommation, il y a plusieurs solutions, plus ou moins ouvertes. Est-ce que c'est de l'IP ou non? Quelles sont les interfaces au réseau d'accès, donc au réseau mobile? Quels sont les critères de sécurité qu'il faut respecter? Quelles sont également les contraintes de respect des données personnelles qu'il faut respecter? Parce que qui dit ville intelligente, bien entendu, dit citoyen et personne. Alors, est-ce qu'on a le droit, comme ça, de savoir à un moment donné que telle personne se trouve à tel endroit? Non, près de la gare. Hein, vous voyez? Et c'est très variable selon les pays. Donc, c'est difficile d'avoir des solutions qui soient homogènes et qui soient valables partout. Bon, les standards ne sont pas clairs. Les API, pour développer ces villes dites intelligentes, elles ne font qu'apparaître. Et surtout, elles sont très propriétaires. Je vous disais tout à l'heure, c'est un vrai fromage. Il y a des compagnies telles que Huawei, par exemple, qui proposent des solutions très propriétaires, mais qui permettent de traiter un certain nombre de choses. Et certaines villes ont été séduites, pensant que c'était une manière globale d'aborder les choses, ce qui n'est pas vrai. C'est vrai, on traite plusieurs problèmes, mais généralement, plus on augmente le nombre, on va dire, d'éléments à fédérer, plus ça ne marche pas. Vous voyez? Alors, je dis, individuellement, c'est faisable. En fédération, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, les API ne font qu'apparaître. Les données à traiter deviennent volumineuses. Et on connaît bien les problèmes techniques que pose donc la volumétrie donc, de ces données. Il n'y a pas de modèle global donc, de ville intelligente aujourd'hui. Hein, ça n'existe pas. Et puis, donc, ne pas tomber dans ce piège mortel donc, des discours triomphalistes des prestataires et de la presse, même parfois. Je trouve que c'est absolument irresponsable. Irresponsable. Mais certains, d'ailleurs, consultants sont complices. Alors, on pourrait donner peut-être les raisons, mais ça va dépasser le cadre de cette présentation, mais je trouve ça absolument inadmissible parce que les responsables de TI des villes eh bien, se disent, on peut croire donc ces discours triomphants sur la foi, par exemple, d'une réalisation qui aura été effectuée sur la planète Mars. Moi, je pense que c'est quand même très, très irresponsable. Il ne faut pas tomber donc dans ce piège. Cela dit, c'est vrai, le chemin est ouvert. Mais je vous le disais tout à l'heure, 2050.
Alors, on prend rendez-vous pour 2050, on verra donc ce qu'il en est. Alors, la seule alternative donc, qui existe aujourd'hui pour les responsables d'ETI, elle est très simple. Dans le cadre donc, de montage d'une ville intelligente, c'est soit un jour un modèle global se dégage, peut-être, hein, soit si vraiment je suis obligé parce que le maire de la ville m'oblige à faire quelque chose qu'il a annoncé donc aux citoyens, eh bien je peux monter une espèce d'usine à gaz en essayant de connecter différentes réalisations portant sur un certain nombre de flux que je veux automatiser. Ça, si vous pouvez l'éviter, faites-le. Ne vous lancez pas là-dedans parce que de toute façon, à mon avis, ça ne marchera pas. Bon. Alors, les niveaux d'intervention, ça c'est simplement pour les dîners en ville, hein, pour voir un petit peu où on se situe. Alors, le Parlement européen, donc, qui est très avancé donc là-dedans, prévoit, lui, 4 niveaux d'intelligence. Bon, sont indiqués ici. Nous, on a rajouté donc 3 niveaux complémentaires qui sont indiqués également là. Et on peut estimer qu'une ville intelligente, on peut la découper en 5 grands domaines de gestion. Hein. La gestion de l'énergie, la gestion des bâtiments et des logements, la gestion de la mobilité et des transports donc à l'intérieur de la ville, la gestion de l'eau, la gestion des services publics et applications informatiques urbaines. Ça vous donne un potentiel d'application qui est absolument considérable. Là-dedans, il y en a certaines sur lesquelles il faut porter une attention vraiment très soutenue. C'est la gestion des ressources vitales. Le fait de ne pas pouvoir se servir de Wi-Fi à un moment donné, ce n'est pas ça qui va nous empêcher de vivre. Par contre, ne plus avoir d'eau, ça c'est beaucoup plus embêtant. Et ne plus avoir d'électricité, c'est aussi très embêtant. Donc il faut faire une distinction, on va dire, entre ce qui est absolument fondamental et vital, et puis ce qui l'est moins. Et j'insiste sur ce point, pourquoi ? Bien parce que l'activité terroriste, qui ne s'est jamais démentie et qui est de plus en plus forte actuellement, cible et vise de plus en plus les ressources vitales, qui sont, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, fortes et faiblement protégées. Souvent, les systèmes sont connectés au TI par les mêmes réseaux classiques. Hein, et donc, si vous rentrez sur un réseau, eh bien, vous allez également sur la gestion de l'eau ou n'importe quoi. C'est quelque chose quand même qui est extrêmement inquiétant parce que, et on le voit bien, vous comprenez, avec les événements qui se passent actuellement, on se rend bien compte que les lendemains qui nous attendent ne sont pas très rassurants, hein, bien évident. Je dirais que si on a pris tous une bombe atomique sur la tête, évidemment, le problème sera réglé. Mais on peut espérer quand même que ça ne sera pas le cas. Donc, les niveaux d'intervention d'une ville connectée. D'où viennent les données maintenant que l'on manipule? Alors, les données, qu'est-ce qui les fournit? D'abord, c'est les capteurs. Alors ça, c'est surtout ça. C'est les capteurs, c'est-à-dire donc les objets qui vont mesurer quelque chose et le mettre à disposition d'autre chose. Il y en aura des milliers, ça c'est une certitude, certain. Il y a des données aussi qu'on appelle les données open data, qui sont des données qui sont exposées par la ville et mises à la disposition soit de partenaires, de toute entreprise qui veut proposer, mettons, un service ou qui veut simplement les exploiter. Donc, l'open data, qui est quelque chose qui est très développé actuellement donc, au Canada, en France pas mal également, mais dans d'autres pays, c'est moins le cas, tels que par exemple les États-Unis ou au Royaume-Uni, en Allemagne, c'est moins évident. Les données peuvent venir également des opérateurs de type cellulaire, donc sans fil. Hein. Ça peut venir des SIG, des systèmes d'information géographique qui peuvent être publics ou privés. Il y a des grandes villes aujourd'hui qui manipulent, qui ont conçu leur propre système d'information géographique et qui proposent donc des données qui sont issues de ça. C'est vraiment fondamental. Et puis, il y a également les fournisseurs d'énergie électrique, hein, donc qui peut donner donc, des informations. Alors, si vous voulez, la pertinence d'un modèle de ville intelligente va dépendre de la qualité des données donc, qui ont été récoltées. Où elles se trouvent, hein, comment les récupérer. Il faudra faire donc un inventaire donc, de ces données. Ne pas négliger non plus la phase de synthèse et de négociation, parce qu'on pourrait imaginer que ces données sont à notre disposition, mais ce n'est pas vrai du tout.
Hein. Certains pays, c'est le cas de la France, si vous demandez, mettons, à un opérateur de cellulaire de nous fournir la position géographique instantanée en géolocalisation de tous les bipèdes d'une ville à un moment donné, il vous dira non. Enfin, non. Il vous dira oui pour vous fournir les IMEI, c'est-à-dire l'identifiant des terminaux, mais qui sont anonymes, mais il ne vous dira pas que monsieur ou madame un tel ou une telle se trouve à tel endroit. Et ça dépend donc des pays, ça. Et d'ailleurs, ça se comprend tout à fait. Hein. L'objectif ici, donc, in fine, ça sera donc d'adapter nos services. C'est ça la grande idée. C'est que, au fond, quelle est la vocation d'une ville intelligente? Eh bien, il y en a une. Hein. C'est que la ville doit apporter des services à ses administrés qui intéressent donc les administrés et surtout là où ils se trouvent. Ce n'est pas la peine d'amener des services qui ne servent à rien, qui coûtent très cher s'il n'y a personne. Donc c'est ça la grande idée. Et c'est ça qu'il faut voir, plutôt que de se dire je vais construire quelque chose dont toute la planète va parler, comme le font, on l'a vu, mettons, en Arabie Saoudite, en Corée du Sud, où vraiment ce sont des choses absolument faramineuses, qui d'ailleurs peuvent se casser la figure, comme on l'a vu entre Google et Toronto, hein, ça n'a pas marché. Ça, ce n'est pas très intéressant. Par contre, l'idée de dire je vais faire en sorte que ma ville apporte des services aux citoyens dont il a besoin. Et en plus, d'une manière dynamique en fonction de la période dont il a besoin de ces services et de l'endroit où il se trouve. C'est ça qu'il faut faire. Et là, vous comprenez, si vous avez des problèmes de sécurité, vous traitez des problèmes de sécurité dans votre ville, à la gare ou à l'aéroport, il y a du monde à certaines heures. À 3 heures du matin, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir une concentration de services de la ville puisqu'il n'y a personne. Donc c'est bien ça. En fonction du nombre de personnes, c'est vrai pour les enfants, par exemple, qui sortent de l'école. Il y a certaines heures pour lesquelles il faut amener des services de proximité et ça, c'est intelligent. Et une ville intelligente, c'est d'abord ça. Ce n'est pas faire une vitrine extraordinaire devant laquelle tout le monde va admirer. Non, à mon avis, ce n'est pas du tout ça. Bon. Alors, on regarde maintenant, pas trop en détail, hein, on va regarder un petit peu quels sont les éléments qui peuvent contribuer donc à cette fameuse ville connectée ou intelligente. D'abord, la gestion de l'énergie, ça c'est quelque chose vraiment d'essentiel. Hein. C'est tout ce qui est énergie. Parce que vous savez, quand on parle d'une ville intelligente, on évoque souvent le renouvelable. Ça, c'est la grande idée. La grande idée de dire qu'il faut des énergies renouvelables qui vont remplacer les énergies fossiles et surtout le grand Satan qu'est l'énergie nucléaire. Pardonnez-moi, chers amis, mais on peut ne pas être d'accord avec ça. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. D'abord parce que la Terre, la planète, c'est une bombe atomique à elle toute seule, hein, donc il ne faut pas non plus... et je pense que la poursuite d'énergie totalement renouvelable, ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain par décret, soit de M. Trudeau ou de M. Macron. Pas vrai, ça. C'est pas possible. Donc, en plus, c'est vrai, il ne faut pas trop aller vers ça, parce qu'on va faire plaisir aux chalands, mais en fait, on n'y arrivera pas. On essaiera de faire au mieux, d'optimiser progressivement, c'est vrai, en se séparant de certaines énergies fossiles, c'est exact, c'est normal, hein, voire de centrales nucléaires, mais il ne faut pas aller trop vite. En tout cas, il ne faut pas présenter ça comme un argument qui va justifier les investissements colossaux que l'on va donc envisager pour notre ville intelligente. Alors, toutes les villes ont des caractéristiques qui leur sont propres. Hein, on évoquait à Los Angeles, c'est pas pareil qu'à Montréal ou qu'à Paris, ou que dans une petite ville. Chaque ville a ses caractéristiques, ce qui fait toute la diversité d'ailleurs des infrastructures que l'on peut donc imaginer. Alors, l'approche intelligente de l'énergie, on parle beaucoup de smart grid, c'est-à-dire de réseaux intelligents, aussi bien pour la distribution de cette énergie que de l'efficacité de leur usage et de l'optimisation, par exemple, telle que la sécurité. Donc, c'est tout ça. La gestion de l'énergie, c'est quelque chose de fondamental. J'avais eu l'occasion d'ailleurs d'expliquer qu'un auteur français avait écrit donc
un livre, un petit livre, on va dire un essai, et il racontait comment la ville de Paris, privée d'eau et d'électricité, ce qu'elle devenait. Eh bien, en 15 jours, les gens étaient devenus fous. J'ai bien dit privés d'eau et d'électricité. Ils devenaient fous, ils s'entretuaient, enfin, c'était véritablement une révolution épouvantable. Alors, bien sûr, c'était de l'imagination, mais quelque part, je pense que ce n'est pas impossible, vous voyez, et dire, rien que l'absence de l'eau, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça peut représenter. Alors, évidemment, il y a des villes qui sont mieux placées de ce point de vue-là, mais il ne faut jamais l'oublier, ça, jamais l'oublier. Bon. Donc, gestion donc, de l'énergie vers ce fameux renouvellement, hein, l'énergie donc sustainable, donc qui sont renouvelables. La gestion des transports, ça m'a toujours fait rire quand on parle de ville intelligente, hein, parce qu'on rêve complètement. Hein, on rêve complètement. C'est un sujet extrêmement difficile. Hein, qui ne peut pas s'appuyer. Donc, si on en avait, ça c'est très bien, mais qui devrait s'appuyer sur des modèles très élaborés, mais qui sont très fragiles. Et comme je l'avais déjà montré, je vais vous montrer un petit peu l'exemple d'un modèle qui a été élaboré par le MIT, d'un carrefour avec des véhicules autonomes. Bon. Alors, les véhicules autonomes, la ville intelligente de demain, c'est les véhicules autonomes. Mais attendez, mais celui qui a imaginé ça, il faut l'enfermer tout de suite. Parce que les véhicules autonomes, désolé, ça ne marche pas. Et comme nous l'avions dit, ça ne marchera pas demain, pour plusieurs raisons. La première, c'est que technologiquement parlant, les véhicules autonomes ne sont pas aboutis. Et quand ils sont aboutis, ce sont des solutions propriétaires. Ensuite, les réseaux doivent être disponibles en permanence. Et troisièmement, il faut aussi que la chaussée devienne intelligente. Bon, c'est pas parce qu'on aura réussi à faire marcher un véhicule autonome d'un point A à un point B avec une ligne droite et sur 15 voies de largeur qu'on a atteint donc le nirvana, c'est pas vrai. Donc on raconte un petit peu des histoires là-dessus, même s'il y a des réalisations, mais vous remarquerez que ce sont des réalisations quand même très ponctuelles. Je pense à Singapour. C'est vrai qu'à Singapour, il y a des taxis qui sont autonomes. Exact. Sauf que je ne sais pas si vous avez vu comment fonctionne, comment est Singapour. À la limite, c'est un grand immeuble, hein, totalement invivable. C'est un petit peu ça. Donc, des solutions qui sont, mais je ne voudrais surtout pas habiter dans un endroit comme ça. En 3 jours, on devient fou. Donc, il ne faut pas justifier, en tout cas, donc ce n'est pas un argument, les véhicules autonomes, je le dis ici, mais je l'ai déjà dit donc, dans d'autres contextes. Bon. Il faut donc, la gestion des transports, au fond, c'est quoi? Ce sont des mécanismes qui vont s'adapter au constat d'avancée donc, des véhicules dans une ville. Et donc, d'avancées qui sont précisées par des capteurs qui sont placés là où il le faut, et en particulier sur la chaussée. Bon, bien, ça, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai qu'on avance. Il y a 20 ans, j'ai développé avec mon équipe, j'ai développé un petit modèle qui permettait d'éviter quelques points de concentration et on va dire, d'embouteillage, hein, de congestion, mais c'était quand même relativement binaire. Hein. C'était au-delà d'un certain seuil de nombre de véhicules par heure, eh bien, la voie devenait rouge. Bon, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un modèle d'intelligence artificielle pour gérer ça. Mais tout ça pour vous dire que, en fait, on en parle depuis très longtemps. Donc des problèmes d'optimisation des transports extrêmement longtemps, mais est-ce qu'on a fait des progrès? Certainement pas. Certainement pas, parce que ce n'est pas uniquement donc, des problèmes technologiques, mais c'est des problèmes de modèle. On ne sait pas faire, et toutes les réalisations que l'on voit aujourd'hui, en tout cas, ne sont pas une garantie que ça va fonctionner. Il faut donc gérer également d'une manière spécifique dans une ville connectée, intelligente, les transports publics et la multimodalité, c'est-à-dire qu'en fait, on peut se déplacer avec des bus, des véhicules, des bicyclettes, je ne sais pas quoi, des avions, on peut imaginer ça. Et l'objectif, c'est de traiter ça globalement et pas individuellement. Il faut que tout ça fonctionne ensemble. Si ce n'est pas le cas, on se trompe de direction. Il faut que tout ça, ça fonctionne ensemble. Et ça, ce n'est pas évident du tout. Hein. Il y a très, très peu d'endroits où on gère, on va dire, les dépendances entre les transports routiers et les avions, etc. Bon. Gestion donc de cette fameuse multimodalité.
des choses que l'on fait bien, ne serait-ce que parce que c'est pour des questions financières. Donc, on gère beaucoup mieux maintenant les péages urbains. Alors, bien entendu, par exemple, c'est Londres ou Boston, hein, on trouve partout maintenant. Hein. Quand on veut traverser une ville, eh bien, il faut payer. Outre que personnellement, je trouve ça absolument scandaleux, c'est un déni de liberté. Après tout, la ville n'appartient pas à ceux qui les gèrent, la ville qui la gère, mais appartient à tout le monde. Hein. Donc le fait de ne pas pouvoir traverser, ça rappelle quand même des choses qu'on voyait au Moyen-Âge avec des droits de péage. Il y avait des droits de péage dans tous les villages. C'est complètement aberrant. Donc on a un peu réinventé ça en prenant comme prétexte la réduction donc, de gaz à effet de serre et en particulier le dioxyde de carbone. De toute façon, le dioxyde de carbone, il a bon dos. Dès qu'on veut justifier quelque chose, on dit c'est pour éviter ça. Bon, ben, je veux bien, hein, mais en tout cas, ce n'est pas toujours la réalité. La gestion de l'eau, dont tout à l'heure je vous disais que c'était quelque chose de vraiment très très important, hein, c'est souvent considéré et traité dans les villes intelligentes aujourd'hui comme une problématique un peu à part. C'est un petit peu différent. On essaye, voilà, l'objectif c'est quand même d'essayer de préserver les ressources, hein, parce que dans certains endroits, donc peut-être rare évidemment, on le disait, hein, un système donc intelligent qui doit être résilient, c'est-à-dire capable de réagir en fonction de paramètres et d'événements qui pourraient intervenir. La sécheresse, l'augmentation de la température sur la planète, le dégagement de gaz à effet de serre, il y a quand même un certain nombre de choses qui pourraient mettre en péril gravement la disponibilité donc, de l'eau. Alors, je vous l'ai dit, il faut qu'ils prennent en charge ce système, la distribution, la détection des fuites et toutes sortes d'anomalies. Mettons une surconsommation dans certains endroits. Vous voyez, et donc, sans oublier la qualité de l'eau, qui parfois est très, très contestable. Hein. Voilà, bon, on va essayer de gérer tout ça. Et la sécurité, je vous le disais, donc, parce que l'eau est un peu un objectif maintenant donc, des terroristes, c'est un critère clé, la sécurité. Et donc, c'est une ressource vitale. Et quand on lit ce livre de cet auteur français, on est absolument terrorisé. Hein, parce qu'après tout, ça peut vraiment nous arriver. Hein. Et ce n'est pas du tout une vue de l'esprit, ça pourrait très bien se passer comme ça. La pollution de l'eau, imaginons que l'eau ne soit plus potable dans une ville parce que ça aura été pollué par des terroristes, eh bien on est mal, hein. On est vraiment très mal. Hein. Et ça peut se produire. Bon, et parce que ce sera donc évidemment, l'eau et l'électricité seront des cibles majeures pour les futures attaques terroristes. Et ce qui me terrorise, c'est que les responsables dans les villes ne se rendent pas compte toujours de ça. Elles voient le côté magnifique de la technologie, mais ne se rendent pas compte qu'il y a des fragilités. Et en fait, la plupart du temps, on peut casser ces systèmes, on peut polluer, on peut empêcher la fourniture d'énergie et la fourniture de l'eau. Je pense que dans les villes, on n'a pas conscience suffisamment du niveau de dangerosité dans lequel nous sommes actuellement. Alors ça, c'est inquiétant. C'est vrai d'ailleurs au Canada et c'est vrai en France. Hein. Et c'est vrai pas uniquement pour des petites villes, ne croyez surtout pas ça, c'est vrai également donc, pour des grandes villes, trop obnubilées par les promesses non tenues de la technologie. Oui, donc la gestion donc, de l'eau. La gestion intégrée des ressources de la ville, c'est quelque chose qui paraît beaucoup plus cohérent. Donc, ça sera on va dire, la ville devient une sorte de plateforme décisionnelle multicéphale hein, qui prend en compte donc des impératifs très très variables de temps, de sécurité, des événements et des ressources très différentes. La gestion des parkings, la gestion des parkings et aires de stationnement, c'est la communication dans la ville. Avec des panneaux publicitaires, des applications de réalité augmentée de type QR code ou NFC, etc. C'est donc les panneaux publicitaires, justement, donc très présents, par exemple, actuellement au Canada donc, et en Angleterre, qui donnent non seulement des informations qui sont très utiles aux usagers, hein, mais également aux publicitaires qui peuvent récupérer des données utiles de consultation, par exemple. Si vous voulez, donc, globalement, dans une ville dite connectée intelligente, le mobilier urbain va devenir beaucoup plus intelligent. On va y trouver donc des informations sur les services et activités donc, de la ville, toutes sortes d'informations. Ça, maintenant, ne serait-ce qu'avec mon smartphone, on y a accès facilement, mais sur n'importe quoi, sur les écoles, sur tout. Donc, ça devient une information qui est partagée.
mais imaginez un petit peu les volumes que ça représente. Et ce n'est pas uniquement les heures d'ouverture de la mairie de Trois-Rivières. Hein. Vous voyez, non, ce n'est pas uniquement ça. Donc, ça va beaucoup plus loin. C'est la gestion donc, de l'éclairage public, évidemment, toujours pour réduire un petit peu la facture. C'est celle également des moyens de communication informatique. On comprend bien, il faut pouvoir gérer tout ça. Bon, c'est une évidence. Les bâtiments, on doit penser donc à loger donc, les habitants d'une ville. Donc, on aura tout ce qui permettra de contrôler donc les bâtiments en termes de sécurité, de gestion d'énergie. Et ça bouge beaucoup, hein, ça, actuellement, de consommation, etc., de vie, donc, de suivi à travers donc, des tableaux de bord, etc. Bon. Et puis, c'est un pilotage par des mobiles qui reprendra toutes les grandes fonctions donc, de domotique et d'imotique, c'est-à-dire appliquées donc, à l'environnement des usines, interconnectées donc, avec tous les réseaux, ce qu'on appelait tout à l'heure les smart grids, donc des réseaux donc, de transfert, on va dire, d'énergie. Bien. Alors, je voudrais insister sur un point, parce que ça m'avait vraiment fait rire, c'était donc le problème de la modélisation. La plupart des problèmes que l'on va rencontrer donc, dans la gestion d'une ville intelligente viennent de cela, de l'incapacité que l'on a donc, de modéliser donc, les flux, les comportements, essayer de modéliser le comportement d'un conducteur de voiture. Alors là, je souhaite bien du plaisir. En général, il fait le contraire de ce qu'on lui demande de faire et c'est très compliqué donc, à prévoir. Alors, on peut faire des beaux modèles statistiques, mais je vais en parler dans un instant, mais à mon avis, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple donc, à réaliser. Bon, il faut donc modéliser chacun des services. Et le schéma que je vous donnerai à la fin, il vous montre un petit peu tous les services qu'il va falloir modéliser et auxquels on va associer ce qu'on va appeler des KPI, c'est-à-dire des indicateurs clés qui vont permettre de mesurer l'avancement et la qualité de ce que nous produisons. Voyez, bon, donc on va modéliser chacun des services, donc, on pourra le faire d'une manière individuelle, hein, ou alors on va essayer donc, de les fédérer. Il faut faire en sorte que chaque service amélioré soit amélioré ou optimisé, s'intègre donc dans une organisation qui sera donc fédérée, car c'est ça l'objectif, mais il ne faut pas rêver, je vous dis, 2050. Alors autant être pragmatique. Dans la plupart des cas, les villes intelligentes, elles vont se limiter avec on va dire un périmètre très réduit, c'est de diminuer la facture d'électricité de la ville. Normalement, ça coûtera moins cher donc, aux contribuables que sur les habitants. Ça permettra d'améliorer la disponibilité des services, d'urgence par exemple, hein, de protection de l'enfance. Il y a quand même plein de choses qui sont très très utiles, ou des personnes âgées. Hein. Voilà. Alors, le simple problème donc, de l'optimisation des lumières, comme on appelle les feux, on appelle des feux de signalisation donc, en France, moi j'ai le souvenir, que j'avais déjà évoqué devant vous, qui est celui d'une ville, vous l'avez ici à droite, hein, c'est une grande ville, grande capitale européenne, francophone, on parle français, moins bien qu'au Canada, mais on parle français quand même, avec une grande tour métallique. Et quelqu'un avait imaginé un modèle d'accès aux différentes autoroutes pour accéder à la ville. Alors, c'était un modèle merveilleux avec des modèles de poissons, des lois de Gauss, des machins absolument extraordinaires. Mathématiquement, d'ailleurs, c'était le prix Nobel garanti. Ils ont mis ça en service et je l'ai vécu. Ça a été une telle catastrophe. Il y a eu des embouteillages absolument partout, sur des dizaines de kilomètres. Il a fallu donc dardard revenir en arrière. Alors l'histoire ne dit pas, mais en tout cas le service et la personne qui s'est occupée de cette modélisation est en fuite, on ne l'a plus jamais retrouvé. Mais ça montre bien que ce n'est pas évident. Ce n'est pas parce qu'on aura constaté à un moment donné que les véhicules arrivent, semble-t-il, en suivant une loi de Poisson, ce qui est tout à fait possible, mais c'est simplement un constat ponctuel. Et modéliser donc l'arrivée des véhicules, c'est quelque chose de difficile. Et donc, ça n'a pas marché. Bon, problème donc de modélisation. Alors, j'ai mis ici cet exemple qui avait été fourni donc par MIT, parce qu'il est quand même très significatif. L'idée que l'on évoquait tout à l'heure, à savoir qu'il y aura donc des véhicules autonomes, en principe, véhicules autonomes, on ne conduit pas. Ce qui, à mon avis, était déjà une erreur. Enfin bon, c'est le véhicule qui conduit pour nous. Imaginons, c'est ce qu'avait imaginé donc le MIT, un carrefour
avec 2 voies d'arrivée et une voie de sortie. Et donc, qui permettait donc de remplacer donc des feux, donc des lumières de croisement, simplement en modélisant le comportement donc des véhicules autonomes. Alors, il y avait dans le modèle qu'avait proposé donc MIT, il y avait donc qui étaient les critères, hein, par exemple le délai, qui est la différence entre le temps nécessaire pour un véhicule de faire un trajet donné dans des conditions normales et celui effectué donc dans des conditions réelles, significatives, donc des conditions réelles donc du trafic, la capacité, hein, qui est le nombre de maximum de véhicules susceptibles d'emprunter le dit carrefour, sans que le délai précédent explose, hein, étende donc vers l'infini. Alors, l'algorithme est fondé sur les principes, le même principe que le contrôle aérien. On calcule et on attribue ce qu'on appelle des SI, donc des slots d'intersection, en fait des intervalles de temps pour permettre à un véhicule de rentrer dans le carrefour et d'en sortir. Alors, évidemment, s'il est bloqué, ça n'ira pas. Avec 2 cas envisagés, 2 véhicules qui se suivent sur la même voie mais avec des vitesses différentes, et puis 2 critères dits de sécurité. Il y en a un qui est la distance minimum qui doit séparer 2 véhicules sur la même voie, voyez, et puis il y a un autre qui est la distance nécessaire pour qu'un véhicule puisse s'arrêter. Évidemment, s'il va aller percuter le véhicule qui est en face, ça ne va pas marcher. Ça, c'est pour 2 voies en entrée et 1 de sortie. C'est impossible à étendre. Imaginez que vous vouliez donc fédérer un certain nombre de carrefours dans la ville, mais c'est totalement irréalisable, c'est impensable. Et vous voyez, donc, c'est vrai, c'est tout sauf simple. Or, les villes intelligentes, c'est ça. On a dit, je vais mettre en place un système maintenant pour alerter donc la ville qu'il faut enlever donc la neige, il y en a trop. On sait très bien faire ça à Montréal, sans avoir au Québec, sans avoir donc une ville intelligente. Il faut quand même arrêter de rêver et de dire n'importe quoi. Parce que tout ça, in fine, ça peut aussi se traduire par quoi? Ça peut se traduire par des contrats avec des gens qui finalement ne sont pas plus compétents et qui vont se heurter à tous ces problèmes-là. Donc moi, je vous alerte et je vous recommande en tout cas de faire bien attention de ne pas s'embarquer dans des voies qui sont probablement sans issue. Alors, tout ça, ça doit aboutir à ce genre de choses, hein. En tout cas ceux qui l'imaginent, hein. Vous voyez, donc des systèmes de connexion, de connectique permanente, alors ça sera du Wi-Fi, Wi-Fi ou bien du cellulaire, on pourra avoir, et peut-être des véhicules autonomes, moi j'y crois pas trop, une gestion de l'eau qui sera intelligente, des kiosques d'information accessibles partout, l'éclairage public qui serait donc géré d'une façon plus efficace, pareil, les équipements, vous avez toutes sortes de choses qui vont exister et vous êtes donc habitant dans cette ville, c'est ça que l'on veut faire. Mais pas certain que c'est véritablement nécessaire, hein, voire même utile. Moi, je pense que, encore une fois, la prévision qui a été faite à la fois par l'ONU et par la Commission européenne, qui disait que les gens s'entassaient de plus en plus dans les villes, encore une fois, c'est faux. C'est faux. En tout cas, pas pour y travailler. Parce que je ne vois vraiment pas l'intérêt psychologique ou philosophique d'aller s'entasser dans une tour comme à Singapour. Franchement, les gens la seule certitude qu'ils ont, c'est de devenir fous. Donc, ce n'est pas vers ça que nous allons. Et je pense que la ville intelligente, en dehors des problèmes d'optimisation qu'elle peut rencontrer et qu'elle doit traiter, hein, l'eau, etc., je suis d'accord, mais doit penser également à l'intérêt de ce qu'elle fait. Automatiser et connecter, ça ne veut pas dire que c'est nécessaire. Vous voyez? Bon, maintenant, il y a une opposition incontestable, hein, on ne peut pas l'ignorer aujourd'hui, en dehors du fait est-ce qu'on en a besoin. Il y a un risque de gouvernance algorithmique. Là, de plus en plus, on dit on va mettre de l'intelligence artificielle là-dedans, donc c'est les algorithmes qui vont commander. Alors déjà que les politiques ne servent pas à grand-chose, si en plus maintenant on les remplace par des algorithmes, qui plaisanterie bien sûr, bon, voilà, donc il y a un risque de gouvernance algorithmique. Là encore, c'est un fantasme dans lequel on imagine que bien, on pourrait être piloté demain par des algorithmes super intelligents. Je vous ai déjà dit, hein, quand on a parlé d'intelligence artificielle, je n'y crois pas. De la simulation de nos comportements, peut-être, oui, ça c'est vrai. Mais par contre, des algorithmes véritablement intelligents qui pourraient nous remplacer et faire mieux que nous,
Contrairement à ce que disent un certain nombre de personnes, je pense à Kurzweil par exemple, eh bien, je crois que ce n'est pas demain la veille. Heureusement d'ailleurs. Certains parlent donc d'atteinte aux libertés individuelles. C'est vrai que le fait d'optimiser les mouvements, d'optimiser tous les services rendus par une ville peut aussi entraîner un certain nombre de contraintes par rapport aux habitants. Donc ça peut être extrêmement gênant. C'est le problème également, l'opposition, c'est le problème de la vulnérabilité des objets connectés. C'est quand même incroyable. On ne se rend pas compte à quel point ces équipements, souvent, sont placés dans des endroits où ils sont très vulnérables. Alors, du coup, on peut imaginer de faire des attaques sur ces IoT, c'est facile à faire aujourd'hui, donc, qui entraînent donc des pannes d'électricité à grande échelle. On va pouvoir saboter des unités de traitement donc des eaux, on va pouvoir désorganiser les hôpitaux, et ça a déjà été fait. Je n'invente pas. On peut paralyser l'informatique publique. C'est assez passé, ça, par exemple, à Baltimore. C'était en juin 2019. Donc, on a mis, grâce à une attaque de ce type-là sur la ville, on a mis hors circuit 10 000 postes de travail. Plus personne ne pouvait travailler. Alors, on nous reproche également, quand je dis nous, je me mets avec ceux qui imaginent ce que pourrait être une ville intelligente, on nous dit également qu'on consomme trop de métaux rares. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Parce que quand on parle on va dire, de réutilisation de renouvelables, quand on parle d'énergie renouvelable aujourd'hui, on parle d'éoliennes, de cellules photovoltaïques, on parle de choses comme ça. Sauf que ce qu'on ne dit pas toujours, mais moi je le dis, c'est pour fabriquer ces équipements, en particulier les éoliennes ou nos smartphones, on utilise des métaux rares qui ne se trouvent pas donc, au centre de Montréal ou de Paris. Ils se trouvent dans des endroits dans lesquels travaillent donc des gens dans des conditions absolument inhumaines. Et c'est en particulier donc, le cas en Chine, avec plus de 10 000 mines de ces outils-là, de ces produits-là. C'est par exemple le cas du coltan, donc, qui est une horreur. Et ça, on l'oublie toujours. Alors, bon, c'est bien beau de dire je vais utiliser des énergies renouvelables, mais si je dois tuer 10 000 personnes au passage ou des millions de personnes, comme ça s'est produit d'ailleurs à la République démocratique du Congo, eh bien, c'est quand même assez gênant. Donc, on n'est pas à l'aise de ce point de vue-là dans l'usage des métaux rares, parce que les métaux rares, c'est très difficile donc, à extraire. On utilise des techniques qui sont des techniques qui mettent en péril l'environnement. Donc, c'est pas simple d'arriver à extraire les métaux rares donc des couches dans lesquelles ils se trouvent. Bon, les smart cities, en plus, on dira qu'elles sont condamnées à l'obsolescence très rapidement. C'est-à-dire qu'une vérité d'aujourd'hui, le temps de mettre ça en place, eh bien, c'est déjà obsolète. Ce qui voudra dire qu'il va falloir faire les choses progressivement si on se lance là-dedans. On va se faire un plan général, ce qu'on peut faire, et ensuite, on va y aller progressivement, de manière à éviter cette obsolescence qui va donc arriver extrêmement rapidement. Dans une ville intelligente, connectée, les coûts de maintenance, enfin, c'est en tout cas les exemples que nous avons maintenant, et d'évolution seront toujours très élevés. Vous savez, c'est le syndrome du smartphone qui coûte cher pour envoyer 2-3 messages, un peu plus. Voilà, c'est un petit peu ça. Quelle est la place du citoyen là-dedans? Moi, je pense qu'on l'a complètement oublié, on s'en moque royalement. Ce qu'il faut, c'est garantir la gloire donc, du maire et puis de son équipe municipale. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Est-ce que les gens vont être plus heureux ou pas? Moi, je pense que non. En tout cas, pas par une ville intelligente, enfin, pas par toute la ville intelligente qu'on arrivera donc à garantir le bonheur donc, du citoyen. Si vous voulez, c'est un peu le piège aussi de la futilité. On fait les choses, mais franchement, c'est du cosmétique. On n'en a vraiment pas besoin. On pourrait donc s'en passer. Et donc, l'intervalle qu'il va y avoir, on va dire, entre les villes numériques bien gérées et les autres, eh bien, qui seront des déserts numériques, il va augmenter. Mais je ne suis pas certain que les habitants des premières seront plus heureux. Ça, je ne crois pas. Car je crois qu'au contraire, la ville numérique contribue à l'isolement des individus, même s'ils sont hyper connectés. Je le dis souvent, les réseaux d'aujourd'hui sont faits pour des merveilles technologiques, mais c'est fait pour des gens de plus en plus seuls. Je recevais aujourd'hui, je voyais une personne sur Facebook, j'ai reçu d'elle 15 messages Facebook qui relayaient des trucs et des machins qui venaient de partout.
je pense qu'elle pourrait peut-être avoir autre chose à faire. Et puis encore, il y a pire que ça. Hein. Donc je pense qu'au contraire, la digitalisation, la numérisation, dont les villes numériques interconnectées, connectées, vont contribuer donc à l'isolement des individus. Et en plus, ça a l'inconvénient de donner trop d'importance à un certain nombre de fournisseurs, ce qui n'est pas une bonne chose. Amazon, Facebook, Google, IBM et les autres, la ville intelligente ne leur appartient pas. La ville intelligente, c'est nous. C'est nous qui décidons. C'est nous qui payons en plus. Donc, et ça, c'est un petit peu inquiétant. Donc, il y a une opposition formelle aujourd'hui. Hein, sachant que dans beaucoup de municipalités, quand même, certaines personnes qui sont en opposition font quand même attention de ne pas aller trop loin, parce que demain, elles peuvent se trouver aux commandes. Donc, vous voyez, donc c'est un petit peu donc, délicat. C'est un problème très embêtant. Je crois que le plus ennuyeux là-dedans, en tout cas celui qui est le plus caché, c'est l'usage donc des métaux rares, des métaux lourds, excessivement donc polluants. Et alors voilà donc ce que je vous suggère comme étant, on va dire, la ville intelligente de deuxième génération. Alors ce schéma, il faut le prendre de manière suivante. D'abord en haut, j'ai mis tous les domaines qui peuvent être éventuellement donc d'abord modélisés, et ensuite on détermine donc des indicateurs clés et pour lesquels on peut développer quelque chose. Mais ce quelque chose devra s'appuyer sur des protocoles standards et devra communiquer avec le reste. Il ne va pas vivre sa vie comme Robinson Crusoe, il n'est pas tout seul. Bien. On essaie, quand on lance un type de projet comme ça, d'imaginer on va dire une modélisation globale. Alors, bien sûr, on essaiera dans un premier temps, on pourra travailler dans l'absolu. Voilà ce qu'il faudrait faire. Après tout, ça fait mal à personne. Voilà ce qu'il faudrait faire. On ne dit pas qu'on va le faire, on va dire voilà ce qu'il faudrait faire. Et donc, on imagine quelque chose de parfait, même si on n'a pas les solutions aujourd'hui, vers lesquelles s'intégreront donc on va dire tous les domaines parcellaires que je viens d'évoquer. Je regarde si je peux choisir déjà maintenant une solution d'intégration suffisamment ouverte pour qu'elle ne disparaisse pas donc demain matin, et je regarde quels sont les modèles qui sont déjà applicables maintenant et quelles sont les données que je peux donc récupérer pour alimenter ces systèmes-là. Si vous voyez, c'est une réflexion à la fois très architecturale en termes informatiques, qui va donc se fonder sur une modélisation globale, même irréalisable, mais il faut partir de quelque chose qui soit quand même le plus concret possible, et on essaiera de tendre. Et si jamais on n'y arrive pas, il faudra prévoir des voies de secours. On dira, si je ne fais pas ça, eh bien, je vais donc faire autrement. Et dans ma stratégie de montage de ma ville intelligente, je prévois donc l'intégration progressive de ces différents éléments, et vous avez tous les outils qui vont vous aider pour ça, la blockchain, le workflow, la qualité des données, le big data, la sécurité des données, les problématiques d'ordonnancement, les outils de développement, car il y a maintenant énormément, donc il commence à y avoir des API quand même intéressantes, avec des langages de programmation qui sont les plus connus. C'est quelque chose c'est pas une décision uniquement politique pour dire je suis le plus beau, le plus grand, c'est pas ça. Si la ville pense qu'elle peut apporter des services aux citoyens qui amélioreront, on va dire, le bonheur de vivre dans cette ville à ses citoyens, elle doit établir un modèle. Peut-être qu'il n'y aura pas tout, mais elle essaiera de se tenir à ça et elle essaiera de regarder comment faire pour aboutir à ça. Et c'est ça qu'il faut faire. Dans les projets, disons les projets sérieux que je peux voir encore maintenant donc dans certaines villes, c'est vers ça. Et non pas appliquer, vouloir faire comme on l'a montré à Abu Dhabi, en Corée du Sud, des trucs, à Toronto. À Toronto, Google s'est complètement planté en voulant faire la ville merveilleuse qui sera donc la ville de demain. Sauf que, d'abord, c'est arrêté déjà, et puis, jusqu'à présent, ça n'a aucun sens. On a un peu l'impression que ce sont des dessins d'architectes très futuristes. Alors, plus c'est futuriste, mieux c'est. Mais non, moi, j'ai peut-être envie d'autre chose. Peut-être que j'ai envie d'un carré de verdure pour faire pousser des petits pois. Et peut-être que l'initiative qui a été prise, mettons, à Milan, en Italie, avec ces immeubles qui sont couverts d'arbres et de verdure, peut-être que c'est intéressant d'un point de vue psychologique parce que le fait de regarder des arbres sur mon immeuble, plutôt que du béton, ça peut peut-être me rassurer, peut-être me faire plaisir, je me sentirai plus à l'aise.
Cette initiative italienne est très intéressante, hein. Pas facile à réaliser, mais très intéressante. Alors, vous avez des malades, vraiment des villes complètement folles, hein, qui sont apparues, je ne les présente même plus maintenant. Alors, c'est une compétition mondiale maintenant. Une compétition, alors vous avez on essaie de se comparer. Alors, bien sûr, ici, vous avez des grandes villes. Alors, actuellement, c'est encore Singapour qui est considéré comme le numéro un. Moi, je considère que c'est la pire des solutions. Vraiment, vivre là, mais il faut la folie furieuse, hein. Il y a Helsinki en Finlande, donc il y a Zurich en Suisse qui est très connu pour ça, il y a Auckland, il y a Oslo en Norvège, il y a Copenhague. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a beaucoup de villes du nord de l'Europe, hein, parce que c'est vrai que le bien-être, on va dire, des individus est quelque chose qui est considéré comme étant essentiel. Il y a Taïwan, hein, Taipei, bien sûr, Amsterdam et d'autres, hein. Montréal qui n'est pas loin, Paris n'est pas le premier, Nice n'est pas très loin non plus. Enfin, et on mesure, on va dire, la qualité de ces villes. Chacun essaye d'être numéro un. Je suis meilleur, je suis numéro 3 dans le benchmark de. Vous avez le Pires, Fidelis, donc, et Ramos qui donnent des indicateurs et des classements. Vous avez Courtit, Macharis et Nishkamp qui vous donnent un autre classement. Vous avez tout un tas, hein, qui vous donne des classements. Voilà, tout le monde est très content de montrer qu'au classement d'un tel, je suis numéro 3. Bon, je pense que c'est un petit peu inutile. Ce qui compte, ça va être l'intérêt donc des gens. Parce que quand même, moi, je voudrais quand même relever un point qui me paraît essentiel, c'est qu'on est en train donc de sacrifier des générations. Hein, encore une fois, les habitants des villes ne sont pas tous des geeks, donc des gens qui sont à l'aise avec des équipements informatiques. Hein. Voyez, ils ne sont pas nécessairement imprégnés de technologie. Il y a des gens qui ne se sont même pas faits au clavier numérique des téléphones, hein, ni au smartphone. Alors, un smartphone, c'est considéré comme le diable, et qui, en tout cas, ne savent pas s'en servir. Et ce ne sont pas pour autant des abrutis. Il faut quand même comprendre ça. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas se servir d'un smartphone, de la nouvelle version de l'iPhone, qu'on est forcément un abruti complet. C'est absolument extraordinaire, ça. Il n'y a pas de corrélation entre le fait d'être un geek et puis, on va dire, un être normal. L'objectif d'une ville numérique, de mon point de vue en tout cas, c'est d'améliorer le bien-être de tous les habitants, et pas simplement d'une frange qui a donc un smartphone. Alors maintenant, la ville numérique, sur le fond, elle est quand même source de services. C'est vrai que c'est exceptionnel. On peut imaginer des choses, et ce sont des projets qui sont quand même des projets absolument fascinants. Parce que nous sommes en train de construire peut-être une société peut-être de bien-être demain, plutôt qu'une société technologique. Et donc, c'est quand même intéressant. Hein, ça peut, vous voyez, ça peut devenir, on peut avoir des systèmes de surveillance, de protection pour les enfants, enfin, on peut avoir beaucoup de choses. Hein. Ça peut être un moyen donc, de surveillance assez vérifié pendant la pandémie donc, du Covid, ça vérifie même encore maintenant, hein, donc de remontée d'indicateurs clés. Oui, ça peut être très utile. Mais, je vous le disais tout à l'heure, il ne faut pas que ça soit fait pour des gens qui sont de plus en plus seuls. Bon. Alors, elle peut, cette ville donc, intelligente, donc, peut constituer un projet de vie, je viens de vous dire, de grande qualité, à condition de s'éloigner de l'écosystème business qui est voulu par les prestataires. Et c'est ça la grande erreur. C'est qu'aujourd'hui, on vous martèle des slogans, la ville intelligente, c'est magnifique, vous sortez de chez vous, vous avez un taxi qui est sans chauffeur, vous rentrez dedans par interface vocale, vous lui dites je veux aller à tel endroit et on y va. Bon, pardonnez-moi, hein, mais je n'arrive pas à trouver ça passionnant. Hein. Vraiment, les interfaces vocales, c'est vrai, sont intéressantes, mais bon, moi j'aimais aussi, vous l'avez déjà dit, hein, prendre ma voiture et puis quand je rencontre quelqu'un qui ne conduit pas normalement, de pouvoir l'insulter. C'est un vrai plaisir d'insulter les autres automobilistes. Bon. Moi je crois qu'on fait un petit peu une erreur là-dedans. Voilà. Bon, écoutez, on est juste à temps aujourd'hui. On va terminer donc cette petite présentation. Je vous rappelle donc la prochaine présentation, ça va être la semaine prochaine, donc vendredi, sur les projets fabuleux des neurosciences. Ensuite, la semaine suivante, je vous parlerai d'une escroquerie mondiale qu'on appelle donc le big data. Ça sera suivi de l'hyperconvergence, quelque chose de fondamental également dans les data centers. Et on terminera, on va dire, avant l'été, avant le mois de juin, pardon, donc par le burn-out, ce problème donc du mal-être des gens qui n'ont pas de travail. Bon, voilà donc ce que
ce que je voulais vous indiquer. Hein. Alors, vous avez pu constater en m'entendant que j'étais peut-être un peu pessimiste. Bon, d'abord, j'ai l'âge déjà maintenant pour ne pas m'esbaudir devant tout ce qui sort. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a un bel écran avec des belles icônes dedans que je vais me mettre à genoux devant et l'adorer. Hein. Non. Il faut quand même revenir un peu sur Terre. La ville intelligente, Smart City, c'est vrai, ça peut être très utile, ça peut être très intéressant, mais en n'oubliant jamais, jamais, que ce qui compte, c'est le citoyen et c'est le bonheur qu'on essaie de lui apporter ou l'efficacité des services que je lui apporte en fonction de sa localisation et des besoins qu'il exprime. Le reste, croyez-moi, c'est de la littérature. Bien, écoutez, je vous remercie de votre attention et donc j'espère vous retrouver la semaine prochaine, fidèle au poste. Merci infiniment pour votre écoute. À très bientôt.